Donc Karim, je travaille à Gaïa sur le Carud et plus spécialement en fait sur le projet de la préfiguration de la salle de consommation qui ouvrira bientôt, on l'espère. On l'espère tous les ans en fait. Mais voilà, moi je voulais revenir sur... alors, ça va être un peu brouillon parce que j'ai eu le sujet il y a 1h30 à peu près au moment où j'étais sur le quai de gare. Donc j'ai préparé ça très rapidement. Et moi je revenais un petit peu sur la place aussi des usagers en fait à Gaïa et donc sur certains projets, entre autres celui de la salle de consommation. Donc je vais être assez concis, mais donc pour nous, il était impensable en fait de réfléchir au projet de la salle de consommation sans poser la question au premier concerné, donc les consommateurs. Ça a donné lieu donc aussi bien à au tout départ des questionnaires qui ont été faits dans la rue, mais après à des réunions où étaient invités les usagers de la gare du Nord, puisque c'est là que se montrera la salle, logiquement la première à Paris. Est invité les usagers de la gare du Nord en fait à venir discuter avec nous, avoir les informations autour de la salle de consommation. À l'heure actuelle, les médias donnent des informations qui sont assez fausses, même les professionnels du secteur ont du mal à savoir où est-ce qu'on en est exactement. C'était plutôt intéressant de pouvoir dire en fait aux uns aux autres, et entre autres aux gens les plus concernés en fait ce que ça en était, pouvoir décider aussi de certaines choses, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas décider des horaires ou de choses très pratiques en fait liées à la salle de consommation. On posait la question aux gens qui allaient être les bénéficiaires de cette salle. Avec eux, on a fait le règlement intérieur, on est revenu régulièrement sur tout ce qui était avis autour du fonctionnement pratique en fait, de cette salle. Les évolutions, donc ils étaient en général au courant et les infos en primeur étaient délivrées en fait, aux usagers et pas mal de décisions en fait, sont prises finalement durant ces réunions-là et après on poussait sur... ça a été un lieu pour nous vraiment essentiel en fait, ces réunions qu'on a organisées, donc mensuelles. Pour décider en fait pour pouvoir en fait donner une orientation à cette salle et au fonctionnement de cette salle. Je voulais vous parler à côté de ça en fait d'autre chose, c'est ce qui est lié aussi à la salle en fait. La salle, elle est dans le projet de la salle de consommation, il était prévu aussi qu'il y ait une place plus importante pour Gaïa, au sein de Gaïa des bénévoles. Si on n'a pas la salle de consommation, on a commencé à travailler là-dessus. Et quand on parle de bénévoles, alors ça peut se poser pas mal de questions. C'est-à-dire que, évidemment, qu'à un moment donné, quand on est usager, le fait de voir quelqu'un d'autre, j'emploie express ce terme-là parce que c'est assez important, mais derrière le comptoir, ça représente quelque chose et c'est plutôt intéressant en fait. Et il y a pas mal de gens qui nous demandent s'il y a possibilité à un moment donné d'être de l'autre côté du comptoir, de pouvoir être bénévole, de pouvoir être salarié, etc. On s'est dit que c'était peut-être une bonne idée, mais qu'il ne fallait pas le faire un peu n'importe comment et que ça pouvait être plus dangereux qu'autre chose si c'était pas réfléchi. Donc au niveau des réflexions que ça a donné. Donc la question c'était de savoir si bénévoles, il y avait déjà des bénévoles à Gaïa qui n'étaient pas usagers, usagers affichés en tout cas. La question c'était de savoir si oui ou non on commençait à donner un statut de bénévole pair ou pas pair à des usagers. On est plutôt arrivé on a plutôt conclu sur le principe qu'à partir du moment où les gens étaient bénévoles, ils étaient bénévoles. Le fait qu'ils soient pair, pas pair, qu'ils soient usagers ou pas, était complètement avait pas forcément grand intérêt en fait, au contraire même, puisqu'on a vu avec l'expérience de d'autres structures, etc., en voyant d'autres structures, on se rend compte que souvent dire bénévole pair, travailleur pair, on parle les 3/4 du temps de sous-travailleurs, sous-bénévoles, de gens à qui on va laisser la possibilité d'être complètement défoncés au boulot parce qu'ils sont usagers, donc c'est pas grave, etc., etc. C'est des dérives qu'on voulait absolument éviter, donc finalement le contrat est le même, bénévole c'est bénévole, avec la même façon pour être bénévole. On passe par les mêmes stades en fait pour être bénévole à Gaïa, qu'on ait été bénéficiaire ou qu'on soit bénéficiaire de la structure ou qu'on vienne d'ailleurs en fait pour donner un peu de temps libre. La façon dont on a pu sélectionner, pareil, un bénévole ça signifie qu'on sélectionne les gens, c'est comme un travail. Tous les bénévoles sont sélectionnés, les gens qui veulent à l'heure actuelle donner du temps libre. Il va de soi qu'il y a des stades en fait pour qu'ils puissent entrer dans l'association et représenter à un moment donné l'association, etc. Donc au niveau pour ce qui est des usagers, en fait, souvent le nid de gens qui ont été intéressés et pour qui il y a pu y avoir en fait la suite en fait, au niveau du bénévolat venait des réunions qu'on organisait, alors pas forcément autour de la salle de consommation tout le temps, mais entre autres, c'est-à-dire que les gens les plus présents souvent étaient quand même ceux qui avaient la plus grosse implication. Et c'est dans ce terreau-là que sortaient les demandes en fait, de bénévolat, etc. Ça suivait un entretien. Comme il pourrait y avoir un entretien d'embauche, ça paraît assez logique aussi. L'entretien, ça permet entre autres de savoir où en sont les gens, le recul qu'ils peuvent avoir sur leur consommation et qu'est-ce qu'ils cherchent exactement. De revoir aussi certains détails. C'est clair que c'est intéressant des gens qui arrivent en disant « mais moi je connais super bien Gare du Nord, j'y suis depuis des années, je connais tout le monde, ce serait super facile de bosser avec ». Ouais, tu connais tout le monde et en fait tout le monde te cherche.
c'est un problème et est-ce que tu as pensé à ce côté-là? Et c'est un exemple, mais c'est aussi une réalité, c'est des choses qui ne sont pas forcément vues. Tu connais tout le monde, tu as des embrouilles avec tout le monde, comment on fait? Comment tu gères ça? Voilà. L'idée, après l'entretien, ça reste quand même et pour nous, c'était important de légitimer justement le fait qu'il n'y ait pas de différence entre que ce soit juste entre pair ou pas pair, c'était le fait qu'à un moment donné, on puisse légitimer le fait d'être bénévole, et pour ça, on a lancé des formations également. Donc des formations à l'heure actuelle, les nouveaux bénévoles à Gaïa, quel que soit le programme à l'heure actuelle, on leur demande de faire ces formations-là. Donc ils sont des formations qui durent deux week-ends à moins d'intervalle, qui sont plutôt des formations pas forcément poussées sur la RDR, le côté technique, etc., mais plus sur la posture. C'est plutôt des formations de réflexion, etc. Et l'idée étant plutôt de donner une légitimité. À partir du moment où on est formé, à partir du moment où une formation est validée, ben on est légitime tout autant que le voisin pour qui la formation a été validée, qui n'a pas du tout le même parcours de vie. Et donc c'était un peu l'idée première en fait, de ces formations. Et à l'heure actuelle, pour un format là, on est à la deuxième session de formation. On a déjà lancé la première l'année dernière, donc on est à la deuxième session. C'est des sessions qu'on fait tous les 6 mois. Des usagers ont en effet participé à ces formations. À l'heure actuelle, peu à l'heure actuelle sont bénévoles, mais pour pas mal, en fait, justement, ces différents stades, ça a permis à certains qui n'étaient pas forcément prêts ou qui n'avaient pas forcément envie, en fait, c'était pas forcément leur vraie envie d'être bénévole à ce moment-là ou de participer à la vie de Gaïa, de s'éloigner, à d'autres d'être réellement, en fait, à l'heure actuelle sur le terrain avec nous, aussi bien sur les maraudes que sur le PVS, etc. Donc ça, cette réflexion sur des bénévoles, voilà où elle nous avait mené. On a exactement la même réflexion avec les salariés, c'est-à-dire que concrètement, à l'heure actuelle, il n'est pas du tout impossible de passer de bénévole à salarié. Pareil, on n'aura pas de travailleurs pairs, puisque pour les mêmes raisons que tout à l'heure, on ne cherche pas des sous-travailleurs, on cherche des gens qui seront en poste et travailleurs. Après, c'est juste une expertise en plus, en fait, d'avoir pu vivre à un moment donné, ou le vivre toujours d'ailleurs, la vie de rue en fait, et tout ce qui va avec. Donc voilà en fait où est-ce qu'on en était. C'est une expérience qui marche plutôt bien à l'heure actuelle, qui est vraiment utile parce que ça permet d'avoir des regards croisés, des regards qui viennent un peu de tous les côtés, au niveau vu que les équipes sont très mixtes, des usagers, des professionnels diplômés, des professionnels non diplômés, des professionnels usagers, c'est plutôt intéressant d'avoir tout ça, des bénévoles qui sont eux aussi issus de différents champs, allant de... L'usage n'est pas un champ, mais du moins allant de gens qui ont été connus sur le terrain en fait, et bénéficiaires des structures, à des infirmiers qui travaillent à l'hôpital, à des élus qui bossent à d'autres structures, etc., etc. Donc voilà, je trouve que ça fait quand même quelque chose de plutôt... qui a plutôt bien réussi. Voilà à peu près ce qu'on en était, nous, des choses qu'on avait mises en place en fait avec les usagers. Alors après, il y a quand même 2-3 choses qui sont... Alors pour revenir sur les histoires de guerre à la drogue, etc. Sur ces formations, les choses qui ont été plutôt intéressantes aussi, c'est que si les usagers ont fait des formations, mais à l'heure actuelle ne sont pas bénévoles, il n'empêche que c'est pas quelque chose de perdu non plus. On est pas mal à l'heure actuelle en train de travailler sur justement ces histoires d'usagers relais, donc d'avoir la possibilité d'atteindre un public qu'on ne verra pas de toute façon, mais par le biais de gens qui sont déjà formés. J'ai entendu plusieurs fois en fait le fait que les usagers étaient des experts de leur domaine, ils ne sont pas experts en RDR, ils sont experts de leur pratique, ils sont experts de leur carte de vie, ils sont experts de conneries qui font défaut aussi. Il suffit Donc c'est intéressant de justement revenir sur des gens qui savent rentrer dans certains milieux, connaissent certains types de consommation, etc., mais peuvent en plus avoir à côté une formation théorique un peu plus poussée, etc., et sans que nous soyons là. Donc là, ça reste plutôt intéressant, je pense. L'autre chose au niveau de la guerre à la drogue, et qui à l'heure actuelle commence à être en réflexion au sein de Gaïa, c'est plutôt donc ça vient avec la salle de conso, mais pas que, c'est l'histoire on a des gens qui sont usagers, qui se retrouvent au contact d'autres usagers, etc. Et ce qui serait pas intéressant à un moment donné de pouvoir en parler, donc de faire des groupes de parole internes en fait, pour des gens pour qui une appétence à un produit, à tel type de consommation, le fait que ça aille bien ou pas bien à tel moment, etc., en fait, peut être aussi quelque chose qui à un moment donné peut mettre en danger. Ça c'est quelque chose de peut-être difficile à expliquer en fait à des tutelles ou autres. Le fait qu'on puisse mettre en place des groupes de parole, que puissent se mettre en place des groupes de parole ou autres autour de ces sujets-là. Donc ça a été évoqué pour le moment Gaïa, on n'en est pas à les mettre en place, on n'est pas du tout là, mais comment à l'heure actuelle, alors que la drogue est interdite, la consommation est interdite, peut-on parler dans les structures de réduction des risques, comment des gens peuvent s'afficher à un moment donné en tant qu'usagers et parler de leur consommation
entre eux, et du soutien que ça peut amener, etc. C'est pas évident en fait d'aller voir quelqu'un voilà, avec un produit pour lequel on a une appétence réelle et quand ça va pas forcément toujours bien, etc. etc. Il faut pouvoir l'exprimer, il faut pouvoir mettre des mots dessus. Et ça, il n'y a pas d'instance à l'heure actuelle qui existe en fait pour le faire. Alors juste là, je t'interromps, mais c'est complètement possible pour les traitements de substitution. C'est-à-dire que là, le fait de pouvoir s'exprimer sur l'appétence pour une substance, les effets indésirables éventuellement, le fait de pouvoir en sortir aussi, tout ça c'est tout à fait possible dans le cadre de TSO. Et voilà, alors je pose juste la question, pourquoi ce ne serait pas possible aussi pour les alloqués, je pense. Je pense que c'est pas forcément impossible, je pense qu'il faut vouloir le dire, même pour les TSO, etc. Il y a aussi cette vision même au sein des caruites. On sait qu'il y a des... Enfin, on va pas se leurrer, la place des usagers dans les caruites, elle est présente depuis très très longtemps. Il y a plein de gens et plein de collègues qui sont usagers et qui le disent ou qui le disent pas, et c'est pas une nouveauté. La question c'est quand est-ce qu'on laisse la place en fait à des gens de pouvoir le dire en fait et travailler avec. C'est plutôt ça. Mais voilà, donc les TSO oui c'est légal, le reste c'est pas forcément légal. J'ai vu un mec qui avait 1 kilo de C sur lui et qui était en train de faire des cochons. J'ai eu envie, etc. Il faut pouvoir en parler à un moment donné. Comment on fait pour en parler avant de se casser la gueule? C'est aussi ça qu'il faut pouvoir mettre, à mon avis, en place. Qu'il faut pouvoir, je pense que c'est une question, pour moi ça reste une question, et je pense que c'est surtout ne pas en parler qui devient dangereux. Donc, et à l'heure actuelle, on ne peut pas en parler. À l'heure actuelle, en effet, arriver à l'ARS en disant on prend 3 heures en fait, de temps pour pouvoir parler du fait que nos salariés, en fait, qui peuvent être consommateurs, ont besoin aussi, à un moment donné, d'instances pour prendre du recul là-dessus. Je ne suis pas sûr qu'on puisse, à l'heure actuelle, expliquer. Enfin, j'aimerais bien le voir dans un rapport d'activité. Non, mais il y a deux sujets différents. C'est pour ça que je parlais de la guerre à la drogue, c'est qu'en fait, et puis c'est vrai que la question des caruites, c'est un problème aussi parce que c'est la rue aussi. Donc il y a tout ce qui t'arrive quand tu es confronté effectivement à cette expérience de la rue, c'est nommé comme ça. Et après, il y a la question de la consommation et de l'effet des substances. Et à mon avis, il faut vraiment séparer les deux choses. C'est-à-dire que sur la question de la consommation, de l'effet des substances, il y a vraiment un cadre, pour le coup, qui est le cadre du soin et qui est le cadre, quand je disais tout à l'heure, le cadre qui nous est reconnu par les patients, ce cadre-là, il est explicite. Il est, en plus, on nous dit que c'est une pathologie. Bon, allons-y. Donc allons-y là-dessus, il y a des groupes de parole de plein de pathologies, pourquoi pas celle-là. Bon, après, il y a un autre champ, parce que quand tu parles du kilo de coke et des paquets qui sont faits, donc ça rejoint aussi, moi, quand je parlais des contrôles de police et des doseurs écrasés, etc. Donc ça, c'est un autre champ, effectivement, qui peut peut-être pas s'identifier dans un rapport d'activité, mais à mon avis, qui a vraiment sa place dans les groupes de parole qui concernent. Pour revenir juste là-dessus, en Belgique, mes collègues vont peut-être me dire oui ou non, mais en fait, il y a des bénévoles qui sont présents dans certaines institutions, mais c'est plus les institutions en fait, qui prônent l'abstinence de produits. Et ce sont des anciens consommateurs qui sont là et qui sont présents pour dire voilà, moi j'ai vécu ça, arrête tes conneries, que des gens qui consomment ou qui ont consommé et qui sont présents au comptoir, quoi. Voilà, à ce niveau-là, mais... Oui, ça c'est classique. Ouais. Mais effectivement, c'est la plus grande santé communautaire dans le monde, c'est celle-là. C'est celle que tu décris, c'est les gens qui sont en réhabilitation. C'est ça, ouais. Et alors, au niveau fédéral en Belgique, on voit apparaître aussi quelque chose qui a été créé par une ministre, qui est l'expert du vécu. Et en fait, ce sont des anciens consommateurs ou en fait des anciennes personnes qui ont été à la rue et qui s'en sont sorties et qui ont pas mal bourlingué. Et elles sont débauchées et elles sont engagées dans un ministère pour travailler et exprimer leur vécu et exprimer leurs difficultés pour que les politiques mettent des choses en place qui ont du sens. Mais... Débauché, ça a le même sens en français qu'en belge Embauché, oui. C'est ça.